Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des systèmes d'exploitation et de leur histoire, mais je vais vous faire une confidence, c'est encore une nouvelle façon de vous parler d'open source. Jingle. Alors effectivement, notre objectif ça va être de retracer un petit peu l'histoire de tous les systèmes d'exploitation, mais on va passer beaucoup de temps sur les systèmes Unix, et non je me suis pas trompé, c'est bien Unix avec un CS, parce qu'avant de s'appeler Unix avec un X, ça a d'abord été UNICS. Et effectivement, on va aller emmener notre chemin jusqu'à Linux, et on va conclure avec Linux et les enjeux de l'open source. Avant d'aller plus loin, j'ai jugé nécessaire de faire un petit retour sur ce que c'était qu'un système d'exploitation, en prenant le cas d'exemple d'Unix et de Linux, pour le coup. Alors les plus attentifs verront qu'il manque un petit i à utilisateur, alors je m'en excuse. Euh, à quoi ça sert un système d'exploitation? Ça sert à faire l'interface entre le matériel et la couche d'exécution des applications pour que les utilisateurs puissent utiliser ces applications. Donc on va juste zoomer un tout petit peu plus et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte OS. Et on y retrouve un noyau, ça pratiquement dans tous les systèmes. Alors il est plus ou moins raffiné, dans les DOS c'est sûr qu'il était beaucoup moins raffiné que sur les systèmes Unix ou Linux. On retrouve ce qu'on a un petit peu en dessous, il y a deux éléments, la couche de Hardware Adaptation Layer, donc le HAL, et puis les systèmes de fichiers qui sont supportés pour accéder au stockage et stocker des fichiers et gérer sous forme de fichiers le stockage. Au-dessus du kernel, on a ce qu'on appelle le userland et la couche d'interface homme-machine sous forme d'interface en ligne de commande. Donc là, on retrouve typiquement, si on doit regarder à quoi ça correspond réellement, l'écosystème GNU sur les systèmes Linux, c'est l'ensemble de toutes les commandes que vous pouvez taper quand vous êtes sur un shell, plus les librairies système, plus les librairies, la libc qui vient faire l'interface avec l'API kernel, bah ça c'est ce qu'on appelle le userland. Sur les systèmes les plus raffinés, on va retrouver aussi un gestionnaire de package pour pouvoir déployer des logiciels et surtout pour les Linux desktop, typiquement, on va retrouver un window manager, un gestionnaire de fenêtres, typiquement qui va fonctionner sur un serveur X. Donc le serveur X, c'est le serveur de primitive graphique, et par-dessus, on va retrouver un window manager complet avec typiquement des choses comme XFCE, GNOME, KDE, sur lesquels vont venir tourner les applications. Donc si on regarde un petit peu le hardware adaptation layer, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner et de communiquer avec le matériel, CPU, RAM, avec les interfaces d'entrée-sortie, tous les périphériques, et puis le système de fichiers avec la couche d'adaptation au matériel va permettre l'accès au stockage. Donc une fois qu'on voit ce système, on va essayer un petit peu de regarder quel type de système d'exploitation on va voir. Quand on entend parler de kernel, surtout pour Linux, des fois on a il y a une petite ambiguïté, c'est à la fois le kernel plus la couche d'adaptation au matériel, plus le système de fichiers ext3, ext4, RiserFS, enfin tous les systèmes de fichiers qui sont supportés dans l'écosystème Linux, souvent viennent un peu avec le kernel. Donc il y a un petit amalgame qui est souvent un peu fait. Un OS minimum, c'est le kernel, l'AHL, un ou plusieurs moteurs pour gérer les systèmes de fichiers, enfin driver, pardon, et puis un userland. Un userland pour pouvoir avoir une interface en ligne de commande, avoir un shell sur lequel on va pouvoir communiquer, passer des ordres avec le système. Donc typiquement, ce genre de choses, on retrouve ça avec les initiatives comme Linux from Scratch. Dans le package minimum qui est fourni avec Linux from Scratch, on va avoir cet OS minimum. Dans la majorité des distributions serveurs, on va avoir 7 OS minimum, plus le package manager qui va permettre et qui va largement faciliter l'installation et le déploiement du système. Alors, Linux from Scratch, vous devez même tout poser à la main depuis l'initialisation des RAM FS et ainsi de suite. Enfin, tout poser, tous les routes FS qui doivent être mis en œuvre sur le disque. Le déploiement du système est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et du coup, effectivement, on a vu arriver cette notion de distribution qui avait pour objectif de faciliter la mise en œuvre de Linux. Et donc, dans une distribution, on va effectivement, cette fois-ci, avoir
une grosse partie de la stack. Alors si c'est une distribution serveur, on va s'arrêter au package manager. Par contre, si jamais on va jusqu'à de la version workstation, bah là on va avoir effectivement la distribution qui vient avec toutes les couches que peuvent contenir le système d'exploitation jusqu'au window manager, jusqu'au serveur X, plus l'ensemble des librairies X et le gestionnaire de fenêtres qui va bien, et l'ensemble des packages d'applications qui sont nécessaires pour vraiment générer un environnement de travail graphique complet. Je voulais aussi regarder, hein, quand on entend parler de containers, cette fois-ci, bah, on n'est pas vraiment face à un OS, puisque le kernel va être le kernel du système hôte, mais on va retrouver par contre toute la partie userland et le package manager qui vont être présents. Donc on peut trouver des containers Ubuntu, Debian par exemple, qui sont un userland Debian plus le package manager apt, et puis pareil pour Ubuntu. Ce sont des exemples évidemment. Alors, on va commencer notre parcours et on va remonter dans l'histoire. Et depuis les origines, et puis là on va essayer d'aller jusqu'à peu près dans les années 80, jusqu'à l'ordinateur individuel. Donc si on regarde les tout premiers ordinateurs, hein, c'est les années 40, avec ENIAC, Maniac, on ne peut pas parler à cette époque à proprement parler de système d'exploitation. La programmation, elle se fait directement en langage machine, il n'y a pas de langage de niveau 2, la programmation, elle se fait quasiment sur les plus anciens, sur des principes de programmation par câblage physique, et puis les opérations, elles sont séquentielles et manuelles. Donc il n'y a pas vraiment de logiciel d'exploitation, encore moins de système d'exploitation structuré. On avance un petit peu, hein, début des années 50, et là on voit arriver l'IBM 701, donc en 1952, et là c'est l'informatique des cartes perforées. J'ai mis une photo en dessous, hein, on voit une opératrice qui est en train de saisir un programme sur un perforateur, et puis on n'a pas encore tout à fait l'OS non plus, hein, qui est là. C'est ce qu'on appelle. On voit ça aussi quand on utilise des maquettes pour apprendre l'informatique sur des processeurs comme les 68000 et ainsi de suite. Si vous avez fait des études d'informatique, probablement vous aviez eu à utiliser un moniteur qui permettait de charger un programme qui va être exécuté sur le système. Mais on est encore sur un système informatique sur lequel on ne va charger qu'un programme et il n'y aura pas de possibilité d'avoir plusieurs programmes résidents en mémoire. Donc là, on parle de moniteur résident qui va permettre le chargement du programme. Par contre, effectivement, ça va automatiser le chargement d'un programme, ça va réduire les temps morts entre les tâches parce qu'on va pouvoir enchaîner les chargements de différents programmes. Intervient en milieu des années 50 et vers les années 60 la multiprogrammation, et on va commencer à avoir ce qu'on appelle le time sharing system, et ça c'est la naissance des bases de ce que va être Unix. Les premiers systèmes CTSS, hein, Compatible Time Sharing System, qui venaient du MIT, et donc là on commence à avoir la capacité d'avoir un système qui reçoit plusieurs programmes informatiques de façon simultanée et qui est capable de passer d'un programme informatique à un autre, mais bon, c'est pas, on ne peut pas vraiment parler encore de préemption, on est encore sur du temps partagé. Et là, on arrive à l'ère des mainframes IBM. Donc effectivement, l'IBM OS 360 qui arrive en 1964. Ma timeline est un petit peu décalée, mais excusez-moi. Vous allez me dire, on est toujours à l'époque des mainframes, et c'est vrai. Hein, mais disons que là, on avait pratiquement que cette solution à l'époque pour pouvoir vraiment proposer de l'application en entreprise. Maintenant, effectivement, bah, on a encore énormément d'applications dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, qui tournent sur des mainframes. On en a aussi dans d'autres secteurs. Hein. Mais disons que ça reste... maintenant, c'est à l'exception. Alors qu'à l'époque, c'était l'intégralité du parc de l'entreprise qui travaillait sur qui était exécutée sur des mainframes. Pardon. Et là, on commence à voir la notion d'API kernel, de bibliothèque système, et on voit une volonté de séparer le programme, la partie programme système de la partie programme application. Donc là, on est en train vraiment de voir cette séparation entre le kernel et le userland. Elle se matérialise en premier sur les mainframes. Et elle va aller
à la définition la plus stricte grâce à deux piliers de l'informatique. Ces deux personnes sont excessivement importantes. Ken Thompson, qu'on peut quand même définir comme le père d'Unix, et Dennis Ritchie, qui lui aussi a contribué à Unix, mais qui est aussi peut-être avant tout le père du C avec Carnegie. Et effectivement, donc le premier système avant Unix s'appelait Multix. Après, il y aura Unix avec CS. Et puis enfin, Unix. Et il sera fabriqué au sein du célèbre Bell Laboratory qui appartenait à l'entreprise AT&T, l'opérateur télécom américain principal. Et la définition de ce qu'est Unix tel qu'on l'utilise presque maintenant, les bases, hein, la définition de ce qui est dans les standards Unix et POSIX, une grosse partie a été construite et mis en œuvre dès le début par ces deux personnes-là. Donc le principe c'était simplicité, modularité, outils spécialisés. Il y a des paradigmes qui sont extrêmement importants sur Unix que malheureusement Linux ne respecte pas toujours, typiquement avec des choses comme systemd, tout est fichier, keep it simple stupid. C'était des choses qui pour Ken Thompson et Dennis Ritchie étaient des éléments fondamentaux sur la façon de définir un système. La simplicité et la modularité étaient des éléments clés. On continue, et là il y a une autre personne qui est très importante. Alors c'est une approche un peu différente de l'OS qui va être un petit peu à la base des architectures PC mini-ordinateurs simples, parce qu'effectivement les premiers Unix étaient plutôt encore sur des gros systèmes. Et c'est Gary Kildall qui effectivement est un des éléments de la démocratisation de l'informatique, avec ce qui va devenir le DOS et qui à l'époque s'appelait Control Program Monitor, hein, CPM. CPM 81 puis CPM 86 sur des architectures x86 avec des processeurs Intel du coup. Et c'est l'introduction de l'interface en ligne de commande. C'est la structuration de l'architecture moderne avec la notion de BIOS. Et donc on a ce qui va devenir les bases du PC. Et on arrive effectivement à cette étape, hein, l'étape de l'ordinateur individuel tel qu'il va dominer le marché pendant des décennies, avec chez Apple par exemple l'Apple DOS pour l'ordinateur Apple II, et puis évidemment MS-DOS, mais on va voir que MS-DOS a été commandé par IBM à l'époque, et Microsoft avait racheté QDOS, hein, dans une petite société de Seattle, pour effectivement servir de base à MS-DOS. On verra que le chemin d'MS-DOS, il est quand même pas si simple que ça. En même temps, un petit peu après, ou presque en même temps, c'est l'arrivée de l'ère des interfaces graphiques, et les choses se sont jouées au Xerox PARC, hein, avec les pionniers, avec Alto. Je ferai probablement une vidéo, hein, sur le Xerox PARC, parce que c'est quand même un des éléments particuliers de l'informatique. Je vais faire une vidéo, c'est quasiment certain. Et puis le projet Apple Lisa, mis en concurrence avec le projet Macintosh, et puis l'introduction de Windows 1.0, qui effectivement va être le pillage de ce qu'avait fait Steve Jobs, qui lui-même avait pillé chez Xerox, pour fournir une interface graphique telle qu'on la connaît maintenant, avec ce fameux principe WIMP, hein, Windows Icon Menu Pointer, qui en gros est devenu le quotidien de l'informatique, même encore maintenant. Alors, on est parti et on va commencer notre voyage, et on va le commencer dans le monde Unix, parce que c'est quand même celui qui moi m'intéresse le plus, et puis le monde d'Unix et des clones d'Unix. Donc le papa de tous les Unix, c'est Unix avec CS, donc je vous l'ai dit, fabriqué au Bell Labs chez AT&T. Et effectivement, il va s'en suivre effectivement Unix de Time Sharing System, version 1.4, 1 à 4 et puis jusqu'à 5 à 10, avec des forks PWB Unix, Unix 32V. Et enfin un fork. Donc quand c'est en jaune, ça veut dire que c'est partiellement open source. Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est open source. Et quand c'est en rouge, ça veut dire que ça ne l'est pas. Et donc vous voyez que là, on arrive sur la branche que moi j'identifie, mais comme beaucoup de monde, comme la branche BSD, qui effectivement est directement issue du code AT&T, mais qui effectivement est une réécriture partielle entre les versions 1 et 4, donc Berkeley Standard Distribution, ça veut dire qu'il a été réécrit à l'université de Berkeley.
Et avec les versions BSD 4.3, Tao, puis Reno, et enfin BSD 4.4 BSD et 4.4 BSD Lite et BSD Net 2, on va avoir les bases de ce qui va être l'implémentation open source de BSD qui deviendra par la suite FreeBSD, NetBSD et OpenBSD qui sont toujours des systèmes existants. Alors effectivement, ils ont une démocratisation qui est plus faible que Linux parce qu'il y a eu des choix et des partis pris sur la façon de gérer ces systèmes. Et il faut bien comprendre qu'à la différence de Linux, qu'on va voir pratiquement tout de suite là, ce sont des systèmes Unix. Ce sont certes des réécritures du code AT&T, mais ce sont bien des implémentations d'Unix dans sa définition la plus stricte. Alors que Linux, lui, on va voir que ça ne l'est pas. On va un petit peu s'attarder sur Linux. Et finalement, il n'est pas le premier. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement, en plus, il est arrivé un peu avant de la réécriture des 386 BSD et des implémentations de FreeBSD et NetBSD qui tournaient sur architecture 386. Mais par contre, le premier système ou clone d'Unix qui tournait sur une architecture 386, c'était Minix, fabriqué par Andrew Tannenbaum, qui était professeur de programmation système, de théorie des compilateurs, et qui avait fait Minix pour apprendre les principes d'un système d'exploitation à ses élèves. Et parmi ses élèves, il y en avait un qui s'appelait Linus Torvald, qui effectivement a probablement bien suivi le cours, puisqu'il il a cherché à proposer sa propre version. Il a proposé une alternative à ce que son professeur mettait en œuvre avec Linux. Et à un tel point que les conversations à l'époque se venaient sur Usenet pardon, et il y avait des groupes Usenet, et celui de Minix s'appelait Comp OS Minix, et il était modéré par Andrew Tannenbaum, et à un certain moment, le Linux de Linus Torvald faisait plus de bruit sur ce groupe Usenet que le sujet Minix en lui-même. Donc Andrew Tannenbaum s'était un peu fâché, et ça a été la création de Comp OS Linux, et puis c'est les tout débuts de la démocratisation de Linux. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que notre Linux, on va voir à quel poids il a pris, mais on voit aussi qu'il a été forqué sur un système que beaucoup d'entre vous utilisent au quotidien, puisque c'est Android qui fonctionne sur une grosse majorité des mobile devices. Mais je vous encourage très fortement à lire les ouvrages d'Andrew Tannenbaum sur les principes de l'ordinateur et les principes du système d'exploitation. C'est deux ouvrages de référence qui décrivent en grande partie les composantes d'un système Unix au travers du cas d'école et du cas d'usage de Minix. Je fais un petit passage aussi sur un système un peu particulier, QNX, hein, qui est un système temps réel, Unix temps réel, ensuite qui a évolué en Neutrino, qui venait avec une interface graphique. Je me rappelle, étant lycéen, ce système, il avait la caractéristique d'être un système Unix temps réel avec environnement graphique qui tournait sur une floppy. Et mine de rien, c'était quand même assez impressionnant, surtout qu'il bootait quand même relativement vite à partir d'une floppy. On descend un petit peu plus bas. Il y a eu des forks propriétaires, hein, avec le fait que Steve Jobs se soit fait évincé de sa propre société. Il avait monté NextStep, et du coup il s'est servi lui aussi de la base Berkeley 4.3 pour faire les bases du système Unix de NextStep, hein, qui va devenir OpenStep, et puis qui va se greffer un petit peu avec l'initiative macOS X Classics et Rhapsody quand il va revenir chez Apple, presque en sauveur. Et c'est la naissance de Darwin, hein, qui a été pseudo open source et qui va servir de base au noyau actuel d'OS X. Et bon, alors maintenant, effectivement, ça a encore évolué, mais ce noyau s'appelle XNU, et il est basé sur. Alors c'est un peu particulier, il est basé sur des micro-noyaux MAR qui ont été intégrés dans Darwin, plus une API de FreeBSD. J'ai oublié d'ailleurs le petit lien entre FreeBSD et Darwin, puisqu'effectivement l'API système de Darwin, c'est une API FreeBSD 4.4.
c'est intéressant aussi de parler de MAR, l'initiative des micro-noyaux, qui va donner aussi, qui va servir de base à Hurd aussi, sur les systèmes Hurd. Alors GNU Hurd, c'est intéressant, c'est de se dire que Richard Stallman considérait que que GNU Linux c'était qu'une transition et que Linux n'était pas assez open source, enfin pas assez libre, pardon, pour lui. Et il y a eu des initiatives de faire en sorte que l'écosystème GNU, le noyau pour que ça devienne enfin un système d'exploitation, soit Hurd. Bon, la stabilité de Hurd n'était pas optimum. Euh, Ça va évoluer. Maintenant, il y a un projet qui s'appelle L4. Alors, j'en connais pas plus que ça sur L4. Je vous l'ai mis pour information. Donc là, on a vu une branche où il y a beaucoup de verre. C'est la branche open de l'affiliation d'Unix. Maintenant, on va regarder une branche où il y a beaucoup moins de verre, il y a beaucoup moins d'open source. On repart de la même base, c'est exactement la même base. Par contre, on va avoir arrivé plein d'initiatives. Et toutes ces initiatives, c'est des utilisations propriétaires des racines de Unix TSS et de ce qui va devenir Système 3 puis Système 5. Alors il y a des flèches qui vont dans tous les sens depuis Système 5 R4 vers pratiquement tous les autres OS, y compris sur la branche, y compris il y a du code de Système 5 qui a été réécrit dans les implémentations de la branche BSD. Je pouvais pas mettre tous les liens et puis j'ai fait le choix de séparer un petit peu le monde propriétaire du monde open source dans l'affiliation d'Unix. Mais il faut bien vous dire, effectivement, il y a à peu près tous les gros leaders du marché qui qui se sont essayés à Unix. Donc il y a HPUX, et il est toujours vivant. Mais par contre, il y a Microsoft avec Xenix, puis SCO Xenix, SCO Unix, et puis Sun avec. Alors c'est marrant, Sun a eu deux tentatives avec SunOS, et c'est allé jusqu'à SunOS 4, puis Solaris qui sera repris par Oracle et puis qui va devenir Open Solaris, mais maintenant le projet n'est plus maintenu. Ce qui est, ce qui est important, et ça va faire partie un petit peu du sens de la vidéo que je veux faire, au-delà de vous retracer l'histoire, c'est passionnant, mais au-delà de vous retracer uniquement l'histoire des systèmes d'exploitation, il y a un objectif dans ma démarche de vous montrer qu'effectivement, toute l'affiliation, ou presque, d'Unix, propriétaire, on en trouve encore dans les entreprises parce qu'on n'a pas encore fini de pruner tout le parc qui est présent sur ces systèmes. Elle n'a pas survécu à Linux. Enfin, clairement, à part HPUX qui est encore maintenu, OpenServer n'est plus maintenu, AX n'est plus maintenu, SunOS 4, IRIX de Silicon Graphics n'est plus maintenu. Clairement, voilà, le chemin qu'on va faire, c'est vous montrer à quel point Linux s'impose, et non pas uniquement comme remplaçant d'Unix, mais ça va aller beaucoup plus loin que ça. On va continuer, et cette fois-ci, on va regarder le monde DOS. On a parlé tout à l'heure de CPM, CPM 80, puis CPM 86 pour fonctionner sur les archis X86, pardon. C'est un chemin chaotique, parce qu'effectivement, c'est l'affiliation du DOS. Et donc, effectivement, la première écriture, c'est QDOS, qui va être récupéré, acheté par Microsoft pour faire MS-DOS, pour répondre à une commande que IBM avait fait et pour lequel Microsoft a fait un petit coup de bluff en se disant oui, vous inquiétez pas, on a un système d'exploitation. Non, il venait juste de l'acheter, QDOS. Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir que les relations entre Microsoft et IBM, ça devait pas être simple parce que oui, MS-DOS c'était bien le système prévu par Microsoft pour répondre à IBM, mais IBM finalement a fait son propre fork avec PC-DOS, qui a été aussi forké en compact DOS à l'époque où il y avait encore compact, et qui va perdurer presque juste dans les années 2000. Mais par contre, effectivement, ce MS-DOS, ça va être le système qui va démocratiser le PC et sur lequel vont être implémentées les premières versions de Windows avec MS-DOS 7 pour Windows 95, mais aussi sur les premières versions de MS-DOS, on pouvait faire tourner Windows 3, Windows 2, Windows 3.1 et puis Windows 3.1 pour Workgroup, donc avec l'arrivée des fonctions réseau. Puis ensuite MS-DOS 7.1 pour Windows 98, MS-DOS 8 pour Windows ME. Par contre, effectivement, c'est une branche morte. On va voir que maintenant, Windows ne fonctionne plus sur une base MS-DOS. Alors, on remonte de l'autre côté, parce que c'est intéressant
de se dire aussi que, alors d'une part, il y a la branche Digital Research qui est intéressante, parce que c'est l'arrivée de concurrents DOS, il porte bien son nom, parce que c'est, ça démontrait la capacité d'avoir un DOS qui était multi-user. Alors moi, j'ai jamais utilisé concurrent DOS, par contre, j'ai utilisé le bout de l'affiliation de la branche Novell, qui avait récupéré le travail de Digital Research. J'ai utilisé OpenDOS et qui avait la caractéristique de pouvoir basculer d'un utilisateur à un autre comme on le faisait comme on peut le faire sur un système Linux. Alors après le scheduling et l'orchestration des programmes n'étaient pas aussi performantes et raffinées que ce qu'on pouvait trouver sur un Unix. Et par contre, c'est marrant aussi de se dire que dans ce monde qui est extrêmement propriétaire, hein, on voit du rouge partout, OpenDOS c'est un fork de NovelDOS et de DRDOS qui est open source, qui était open source, et qui va donner FreeDOS, et FreeDOS n'est pas mort, hein, il est toujours maintenu. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, il y a eu AppleDOS et ProDOS. Alors là, c'est pas vraiment dans l'affiliation de CPM, hein, mais c'est pareil, il y a eu OS2 et OS2 Warp, hein, une initiative de IBM qui n'a pas bien fonctionné. Et c'était quand même une alternative au DOS et à MS-DOS. Et puis il y avait une interface graphique qui s'appelait Warp dessus, euh, que j'ai eu l'occasion d'utiliser quand je travaillais dans l'industrie. Parce qu'il était quand même effectivement utilisé comme système hôte pour pas mal de logiciels de l'industrie. Alors, on va regarder le monde merveilleux de Microsoft Windows. C'est quand même intéressant de voir aussi ce qui s'est passé. Je vous ai dit, la base MS-DOS, elle s'est éteinte, mais ça n'a pas du tout éteint Windows, hein. Par contre, il y avait besoin effectivement d'un nouveau noyau plus performant. Ce noyau, il est arrivé parce que oui, il y a eu Windows Millennium Edition, hein, qui a un petit peu marqué le coup de grâce, hein, sur la capacité de fournir quelque chose de performant et de fiable et sécurisé sur la souche MS-DOS. Et c'est l'introduction de la branche Windows NT 3.1 qui a été fabriqué en parallèle de Win 3.1, mais sur lequel il y avait un kernel qui était complètement différent, une MVC qui était différente, qui va effectivement trouver son implémentation cible avec Windows NT4, qui va servir de base à toute l'affiliation qui va suivre. Mais en premier, Windows XP, qui va marquer le renouveau de Windows, hein. Après un Windows Millennium Edition qui avait vraiment été décrié, Windows XP a accéléré très fortement la démocratisation de Windows. Et puis, il y a eu un petit coup de raté avec Vista, du rattrapage avec Windows 7, mais à partir de Windows 8 et les systèmes Windows modernes, cette fois-ci, on arrive sur des solutions qui sont performantes, fiables et sécurisées. Windows, c'est aussi essayé sur les versions embedded et compactes et puis sur les versions mobiles. Bon, par contre, on sait ce qui s'est passé pour la version mobile, on sait les difficultés que Microsoft a eues avec Zune, avec le marché du phone, avec le marché du téléphone, et effectivement, hein, cette branche s'est arrêtée. Par contre, la version embedded et la version compacte, elle a évolué pour arriver au final jusqu'à, donc il y avait à partir des Windows CE, puis les Windows embedded compact, jusqu'au Windows 10 pour IoT entreprise qui est effectivement toujours, et cette branche existe toujours et elle est utilisée, hein, sur sur des systèmes embarqués. Alors le monde de Linux. Alors forcément vous vous doutez bien que ce que j'ai mis ici c'est un tout petit extrait de l'écosystème de distribution Linux. Donc, il faut bien qu'on se rappelle, hein, Linux ce n'est pas un système d'exploitation, c'est un noyau à partir duquel il y a des open core ou des sociétés ou des projets open source communautaires qui ont fabriqué un système d'exploitation complet, donc ce qu'on appelle une distribution. Il y a quatre grandes familles, il y a quatre grandes souches qui existent, hein, alors, ne cherchez pas de chronologie, je ne vais pas chercher du tout à faire ça de façon chronologique et j'ai mis que des choses qui sont encore vivantes ou les filiations qui emmènent à la version qui est vivante. La souche communautaire principale, voilà, il y en a plusieurs, hein, Arch Linux c'est une souche communautaire, Debian c'est la souche principale communautaire. C'est la base d'Ubuntu, c'est la base à partir d'Ubuntu aussi de Kali Linux pour faire un OS orienté sécurité.
de Linux Mint, qui est devenu le choix privilégié de beaucoup de personnes parce qu'il simplifie encore plus qu'Ubuntu, qui avait déjà largement démocratisé, rendu démocratique Linux, et qui, on va le voir, hein, est un des éléments, ces distributions sont un des éléments de la démocratisation de la partie workstation de Linux. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il y a des souches comme Raspbian, Raspberry Pi, qui sont au contraire là des versions extrêmement light pour tourner sur des systèmes, sur des mini-systèmes. Il y a Knoppix, et il y avait aussi Lindos, Linspire, qui avait pour objectif de reprendre l'interface de Windows pour faciliter la transition pour les utilisateurs. Donc on a vu Debian, on a la souche SLS, enfin la souche Slackware hein, pour le coup, hein, qui a été déclinée en GNU-Step aussi, qui est une version GNU d'OpenStep. Il y a la souche Enoch de Gentoo, et puis il y en a une qui est moins connue aussi, enfin les Français la connaissent très bien, la souche Crux avec Mandrake. Alors ça c'est particulier, Mandrake c'était un système franco-français à un tel point qu'à un moment ils ont même essayé de traduire les commandes. Alors là pour le coup ils sont allés un peu loin, je crois qu'ils sont vite revenus en arrière, et puis qui est devenu ensuite Mandriva et Open Mandriva, et qui avait été aussi, qui était aussi à l'origine de la branche Caldera. Il y a Linux from scratch, on en a parlé tout à l'heure. Et puis après, on a la souche Red Hat, hein, qui va devenir une souche open core hein, sur un principe éditeur, avec une version entreprise qui s'appelle Red Hat Enterprise Linux. Et les choix politiques de Red Hat Enterprise Linux, avec le fait qu'ils avaient un fork open source qui s'appelait CentOS, qu'ils ont décidé de transformer en stream et que depuis il n'est plus un système d'exploitation, il est une branche de développement. Ça a provoqué les initiatives de fork Oracle Enterprise, Alma Linux, Rocky Linux, qui se veulent 100% compatibles Red Hat pour le coup, suite au fait que CentOS n'était plus une distribution en elle-même. Il y a la branche Jurix avec SUSE Linux, hein, SUSE qui est une société allemande, hein, SUSE Linux qui a aussi une version Open SUSE Linux. C'est intéressant de voir aussi que SUSE c'est aussi les créateurs de Rancher, et qu'ils ont fait ils ont refait une souche qui s'appelle Rancher OS, qui est une souche minimaliste pour faire du container. C'est un micro-système Linux qui est fait pour uniquement servir de système hôte pour de la containerisation. Et puis on va regarder des souches qui sont un petit peu différentes. WebOS, hein, qui est un petit peu un système qu'on trouve sur des télévisions, par exemple, qu'on trouve sur pas mal de systèmes embarqués, type télévision, tablette ou même téléphone. Il y a Alpine Linux, qui est pareil, hein, un peu une initiative un peu à la Rancher OS, c'est pour ça que je l'ai mis à côté, pour faire des mini-systèmes. Alors là, pour le coup, Alpine Linux, il est plus utilisé en tant que userland pour faire des containers, pour le coup. Pour faire le container, alors que Rancher OS, c'est plutôt pour faire le host d'un système de containerisation. Et puis enfin, il y a la branche AOSP, qui est la branche d'Android. Et c'est pas rien, et on va le voir vers la fin de ma vidéo. Forcément, on va parler de la partie OS mobile, et là c'est l'explosion. On a commencé avec les Palm OS, avec Symbian OS, Nokia, les BlackBerry, et finalement on va voir que très rapidement Samsung va avoir ses initiatives d'OS, de couche OS pour ses téléphones. On a vu hein, la branche Pocket PC, mobile, Phone 7, Windows 10 mobile. On sait que maintenant, ça c'est des branches. Ce que j'ai mis en gris, ça s'est arrêté. Et puis, on a Android. Hein. Android qui s'est décliné en Android Wear, Android TV, qui va être forqué en Amazon Fire OS pour les tablettes de Amazon. Et puis le Android TV qui va devenir Google TV. Et puis iPhone OS hein, qui va devenir la version Apple WatchOS. Hein. Tout ça, c'est issu d'un petit peu de la base d'OS X, enfin certains éléments d'OS X. Donc effectivement, il y a énormément de variétés qui se fait sur le mobile parce que faut bien comprendre que Android plus iPhone, c'est une énorme part du marché. Mais pas que du marché mobile, du marché de l'OS tout court. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant. Et pendant ce temps-là, en Chine,
Alors là, il y a quelque chose qui est particulier, hein, c'est de se dire, euh, ils ont commencé effectivement dans les années 2000 à ne plus vouloir utiliser les OS du marché américain et développer un petit peu leur propre version. Mais au début, ils se sont quand même basés sur Android. Mais Android en lui-même, tel que proposé par Google, est un petit peu sous les contraintes de fonctionnalités proposées par Google. Et il y a eu des initiatives, hein, et par exemple, il y a eu 960 OS qui était une initiative du gouvernement chinois pour fabriquer un système d'exploitation. Il y a eu Smartisan OS, Beidouyi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir plutôt Huawei a réussi à faire son propre OS et à maintenir son propre OS. Mais les autres ont fait le choix de se baser sur une souche spécifique d'AOSP euh, avec une vraie isolation qui leur permette de faire, de faire leurs propres souches OS et de maintenir un OS qui est complètement différent. Forcément, la Chine n'étant pas un pays démocratique, elle essaye de contrôler au maximum. Et par contre, on voit en plus que les accords commerciaux entre les uns et les autres, fermer leur store de façon réciproque, mettre en danger Xiaomi, Huawei, ont été plusieurs fois sensibilisés par les décisions que pouvaient prendre les grosses majors américaines et inversement. Et on sent effectivement qu'il y a une espèce de... Il y a un double monde qui se fabrique sur les OS mobiles. On le sent beaucoup plus sur le mobile parce qu'encore une fois, c'est là où le marché est le plus dynamique et c'est là où il y a le plus de volume et de parts de marché. Alors, les tendances contemporaines, qu'est-ce qu'on peut dire sur comment les OS évoluent et qu'est-ce qui est en train de se passer? Forcément, la part belle est à la virtualisation, à la containerisation. Donc elle était à la virtualisation avec le cloud d'infrastructure as a service. Puis les enjeux, on voit le noyau Linux, je l'ai déjà dit hein, dans des vidéos que j'avais fait justement sur la containerisation. C'est l'implémentation de la containerisation. Donc le cloud doit énormément à Linux. Vous sentez bien que la vidéo que je vous propose aujourd'hui, elle a pour objectif de montrer à quel point Linux est game changer. A provoqué réellement l'extinction de branches complètes de l'affiliation d'Unix, alors qu'elles étaient portées par des entreprises qui étaient extrêmement solides, qui sont toujours extrêmement solides, mais qui ont bien compris que l'open source ne devait pas être négligé et que il était plus dynamique et que pour le coup, pour un OS, le contributif open source, ça construit des OS qui sont beaucoup plus performants et il n'y aurait probablement pas eu de containerisation sans le fait que Linux soit open source. On voit effectivement qu'il y a la volonté de s'améliorer encore sur le côté système temps réel. Je ne suis pas un spécialiste des systèmes temps réel, donc je ne vais pas m'aventurer dans le sujet. Mais en tout cas, effectivement, il y a toute une demande autour de ces systèmes sur lesquels on garantit les traitements et que la partie interruptibilité, la partie préemption est nettement plus maîtrisée parce que c'est le principe des systèmes temps réel. Et un enjeu très fort, la convergence entre plateformes. Quand j'avais fait la vidéo sur le web, on avait vu les initiatives pour avoir des versions du web spécifiques au multi-device. C'est terminé. On veut effectivement avoir la même expérience de système d'exploitation et aussi d'environnement graphique sur ces systèmes et de fonctionnalités, qu'on soit sur un desktop, qu'on soit sur un mobile, sur une console ou une télévision, n'importe quel système embarqué. Au final, on veut retrouver la même expérience utilisateur. Donc les gros enjeux pour les OS, la convergence entre plateformes, elle est extrêmement importante. Un élément, là aussi, qui débute, hein, on est au balbutiement, mais qui va être extrêmement game changer et qui va accélérer de façon très forte la pénétration du marché de Linux sur la partie workstation et end user et grand public, c'est le jeu vidéo. Avec Proton et avec les initiatives qui sont fabriquées du côté de chez Steam, et c'est quand même important de voir que Proton c'est de l'open source, encore une fois, ça vient de Wine, ça vient de tout le système de compatibilité qui avait été fabriqué avec Wine. Euh, on a des jeux vidéo maintenant qui tournent sur Linux, voire même on a des jeux qui tournent mieux sur Linux. Et ça, pour Microsoft,
il y a un vrai défi. On voit, ils sont en train de faire des consoles portables, Xbox est en train de faire des consoles portables sur lesquelles on a un système qui est un système Linux avec du Proton, hein. Et même certains jeux maintenant sont directement natifs pour Linux. L'évolution des OS, on est passé, on l'a vu dans cette vidéo, hein, de simples gestionnaires de ressources à des écosystèmes logiciels extrêmement complexes et extrêmement avec des ramifications, hein, sur des périmètres très ciblés, particuliers, et par contre de l'autre côté d'autres systèmes qui eux sont dans une démarche beaucoup plus polyvalente, une réponse plus globale. Qu'est-ce qui va être énormément game changer encore une fois sur l'avenir? L'intégration de l'IA, les enjeux de sécurité. On voit que la sécurité des systèmes informatiques, c'est la sécurité d'un point de vue global dans l'informatique est un enjeu crucial. Donc forcément au niveau du système d'exploitation, c'est quelque part, si vous cherchez une des raisons pour lesquelles la branche MS-DOS pour Windows s'est arrêtée, c'est qu'il était impossible de gérer la sécurité. Et c'était avant tout le problème de fond. Euh, L'interopérabilité des standards. On est loin de la période où un Mac pouvait... où si vous étiez sur un Mac, vous ne pouviez rien faire avec des données qui venaient d'un PC, ainsi de suite. Il faut de l'interopérabilité. Le marché demande cette interopérabilité. Par contre, j'insiste, hein, si vous n'avez pas encore compris ma vidéo, l'open source tient une place essentielle dans le marché des OS depuis le début. Depuis les premières réécritures de Unix avec BSD, depuis les branches de CPM où on a vu effectivement que il y a eu cette démarche commerciale, mais que quelque part, même ce bastion-là actuellement, qui est encore le dernier bastion où il y a du code propriétaire depuis le début, on commence effectivement à voir qu'il est fragilisé, il commence à être fragilisé par Linux, y compris sur un terrain sur lequel il n'avait jamais fragilisé, c'est-à-dire la workstation et la plateforme end-user. Et la plateforme entertainment pour le coup. Je vous envoie vers un certain nombre de références, j'en ai parlé de certaines. Operating System Concept, Silberschatz, Galvin et Gagne. Modern Operating System par Andrew Tannenbaum, évidemment, le livre de chevet, hein. Et puis après, des ressources sur Internet, The Computer History Museum. Je suis allé chercher pas mal d'infos sur ce site. Et puis, évidemment, archives Unix et Linux, unix.org et kernel.org, qui sont des sources d'informations passionnantes sur les différentes implémentations du noyau Linux et d'Unix. Je vais conclure en remettant encore un grand coup de clou sur Linux. Et en fait, j'ai fait cette vidéo là maintenant parce qu'il y a quelques semaines, il y a une information qui est tombée. J'ai commencé par ça du coup. Linux vient de franchir un seuil symbolique et a pris 5% de part de marché du desktop. Alors vous allez me dire, par rapport à Windows, c'est encore microscopique sur le desktop, mais sauf que la rampe, elle monte très très vite et très fortement. Et quelque part, avec justement, on l'a dit, hein, l'arrivée de Proton et la position que Steam est en train de prendre avec les Steam Deck, avec les plateformes, même Windows, même Microsoft s'en rend compte parce que pour se dire qu'il va y avoir une version Xbox qui est basée sur la même souche que la Steambox, c'est qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et Linux va être au cœur des enjeux de l'informatique globalement. Alors pourquoi je dis globalement? Parce que c'est quand même déjà 90% des parts de marché du cloud. C'est omniprésent sur les enjeux de l'intelligence artificielle. C'est 42% des parts de marché totales. Ben oui, puisque c'est au cœur du système Android. Donc quand on voit que ça répond sur les enjeux du cloud, sur les enjeux plateforme, sur les enjeux du device, sur les enjeux de la workstation, et avec une augmentation forte parce que ça va être présent sur les enjeux de l'entertainment et du jeu vidéo, faudrait être fou de négliger Linux, mais je pense que personne ne le néglige. Par contre, dans les entreprises, il y a encore beaucoup d'entreprises où on ignore encore un peu beaucoup l'open source. Linux, c'est de l'open source. Et c'est pas parce que et Linux n'est pas un cas isolé. Donc je conclurai simplement en disant que à l'heure actuelle, une entreprise qui ignore et qui ne veut pas considérer l'open source comme quelque chose de fiable, qui le considère comme trop risqué, pas assez mature, c'est pas un risque qu'elle prend,
c'est la certitude d'un déclin à moyen ou à long terme. Donc je vous remercie, je vous attends pour la prochaine vidéo sur Ultra Green.